Bienvenue dans Dimanche en politique, votre magazine de débat régional. Bonjour à vous, à mes côtés comme chaque semaine, Laurent Dubois. Bonjour Laurent. Bonjour Patrick. Alors notre hôpital public est-il malade? Oui, si l'on en croit les multiples conflits sociaux dans les établissements de notre région. Et on verra que la température est encore montée cette semaine. Alors, maladie chronique ou pas, hôpital, quel remède? C'est le thème de notre émission cette semaine. Avec nous pour en débattre, trois invités. Anne Blanc, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée La République En Marche de l'Aveyron. Vous avez été infirmière en hôpitaux, notamment. Face à vous, François Chollet, bonjour. Bonjour. Vice-président Les Républicains de Toulouse Métropole. Vous êtes neurologue de formation et familier du CHU. Enfin, notre médecin avec nous, Michel Boussaton, bonjour. Bonjour. Conseiller régional socialiste. Vous étiez chirurgien orthopédiste. Dans le civil, si je puis me permettre. C'est exact. Alors, avant d'entendre vos expertises, place à celle du citoyen, comme c'est la coutume ici avec vous, Laurent, sur des images signées Thierry Villéger. Quelle image vous avez de l'hôpital public? L'image que j'ai, c'est que les médecins sont débordés, que c'est difficile, ils ont un manque de moyens. Est-ce que vous avez entendu parler des mouvements sociaux qui secouent l'hôpital public? Oui. Les grèves? Oui, j'ai entendu, oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Que les infirmières, je pense, sont sous-payées pour le travail qu'elles font et qu'elles sont au cœur en fait, de l'hôpital public et qu'elles doivent être respectées pour ça. Vous avez confiance dans l'hôpital public? Oui, quand même assez. Assez, mais pas complètement? Après, on sait jamais, il y a toujours des erreurs médicales qui se font, du coup... Peut-être dans les grandes villes, il y a encore des hôpitaux performants, mais après, c'est pas simple. En milieu rural? Oui. Il y a plus de turnover au niveau des effectifs. Du coup, les équipes ne sont pas forcément bien installées, etc. Donc, ça nuit à la qualité des soins. Et voilà. Est-ce que vous pensez que l'hôpital public est en danger? Je pense, oui. Pourquoi? Manque de moyens? Le manque d'argent et l'État qui ne fait pas grand-chose. J'espère des mesures rapides. Notamment pour mes enfants, pour qu'ils puissent bénéficier des soins comme on en a aujourd'hui. Alors voilà, balayé en quelques secondes, pas mal de thèmes qu'on va aborder. On va démarrer avec cette tribune parue dans Libération cette semaine, avec cette phrase « toujours plus ». Avec toujours moins. Est-ce que ces soignants en colère ont raison de dire cela, Anne Blanc? On ne peut pas nier qu'il y a eu une diminution des dotations aux hôpitaux et que les charges qui sont demandées aujourd'hui au personnel sont de plus en plus conséquentes. Voilà, c'est une évidence. Je crois qu'on est tous unanimes pour constater la grande difficulté dans laquelle se trouvent les hôpitaux aujourd'hui et du coup le malaise qui atteint bien sûr les soignants et l'ensemble du personnel des hôpitaux. Sur ce constat, messieurs, Michel Boussaton, des personnels à bout? C'est les retours que vous avez, vous? Oui, nous avons tous les mêmes retours aujourd'hui. Mais je crois qu'on arrive à un moment où, Agnès Buzyn a dit elle-même, nous arrivons au bout d'un système. Et la ministre de la Santé, oui. Voilà, je crois que c'est... Elle dit stop à la pression administrative et budgétaire, en janvier 2018. Tout à fait. Donc, vous voyez, je reprends les termes de notre ministre de la Santé. Je crois qu'on arrive au bout d'un système et que l'effet conjugué du numerus clausus, qui est une absurdité, mais qui fait qu'aujourd'hui, nous n'avons plus assez de médecins pour travailler dans ces hôpitaux. Mais Emmanuel Macron a promis de faire bouger le curseur, justement. Vous êtes favorable à cette mesure d'augmenter le numerus clausus? Moi, vous savez que j'avais écrit une tribune sur Libération avec le professeur Alain Grand il y a 5 ou 6 ans, où déjà on le demandait. Pour moi, c'est une évidence. Chaque fois, on dit oui, mais c'est pour dans 10 ans. Mais si on l'avait fait il y a 10 ans, ça serait déjà pour aujourd'hui. Forcément. Et si on le fait aujourd'hui, ça sera pour dans 10 ans. C'est déjà ça sera toujours ça de fait. Donc, effet du numerus clausus, effet de la T2A, qui est un mode. La T2A, pour nos téléspectateurs, c'est la grille tarifaire. C'est une tarification à l'activité qui n'est pas très adaptée à l'activité hospitalière. Si vous voulez, on rentrera dans les détails plus tard. Mais ce n'est pas très adapté. Donc tous ces effets, vieillissement de la population, augmentation de la population, demande d'une hyperspécialisation de la part des populations. Donc nous arrivons à un moment où tous ces effets se conjuguent et ce qui explique à mon avis ce que l'on ressent aujourd'hui.
François Chollet, même constat sur, j'allais dire, cette fin peut-être de système, et puis surtout, là-dedans, les soignants qui, eux, dégustent, entre guillemets. Oui, je crois que le malaise est réel. Le malaise est réel et il augmente de mois en mois. Vous l'avez vu cette semaine à travers les divers mouvements que vous avez pu observer. Et à Purpan également. Je crois qu'il faut l'entendre, je crois qu'il faut le respecter. Et effectivement, il y a un système qui est un peu à bout de souffle, en particulier ce système du déficit chronique qui pousse à réduire les charges et à augmenter l'activité. 1,5 milliard d'euros de déficit pour les hôpitaux publics, c'est historique. Un mot sur le déficit. Le déficit, il est la moitié des hôpitaux publics de Midi-Pyrénées sont en déficit. Et ça suggère qu'ils sont mal gérés. Alors, ce n'est pas vrai. C'est un déficit qui est organisé, puisque la T2A, qui est le remboursement de l'activité, à activité égale, diminue chaque année. Ce qui fait que, fatalement, l'ensemble des hôpitaux se trouve un jour ou l'autre en difficulté. C'est ce système-là qui est ce système de la diminution des dotations. Et puis après, c'est un service public, on va y revenir, c'est peut-être pas là non plus pour faire du chiffre. Mais d'autant plus que cette année, la partie gelée de l'enveloppe tarifaire n'a pas été reconduite pour les hôpitaux, et donc ce qui explique que le déficit des hôpitaux est plus que doublé cette année. On est passé de 500 millions à près d'1 milliard de déficit uniquement à cause de ça. On vient de tirer la sonnette d'alarme, ou plutôt de faire un diagnostic. On donnera tout à l'heure des pistes, entre guillemets, de remèdes, mais un diagnostic qui est certes alarmant. Est-ce que les téléspectateurs qui nous regardent, les patients même éventuellement, peuvent craindre des répercussions sur les soins qu'on leur prodigue ou pas, Anne Blanc ? Je pense pas. Je pense qu'il y a un engagement et un investissement de l'ensemble des soignants qui ont vraiment, je ne sais plus si on peut parler de vocation aujourd'hui, mais je pense qu'il y a vraiment un souci de bien faire son travail et d'attacher le plus de soins possible, et quitte à faire des heures supplémentaires, parce qu'on le voit dans les hôpitaux. Mais est-ce que ça suffit à bonne volonté ? À l'hôpital d'Albi, dans le Tarn, par exemple, il y a des pansements anti-hémorragiques qui sont trop chers, qu'on n'achète plus. Donc, c'est-à-dire que dans le service, ce qu'un patient saigne, on éponge, on change les drames, on ne pose pas ce pansement parce qu'on ne l'achète plus. Bon, je pense que c'est quand même des faits un petit peu marginaux, ce que vous évoquez là. Il faut faire attention aussi de ne pas faire peur aux gens, parce que je pense que ça a été évoqué dans le reportage que vous avez montré. On a encore une vision assez positive de l'hôpital public et justement de l'implication et de l'investissement des soignants. Les deux médecins qui sont en face de moi ne me contrediront pas. Donc je pense qu'il y a encore ce souci de bien faire son travail. Alors on laisse peut-être certains soins, mais certains soins mineurs et secondaires de côté pour faire les soins prioritaires, mais je pense qu'encore il y a les soins les plus importants qui sont mis en œuvre. Messieurs, par rapport aux patients, est-ce qu'on est sur une dégradation du soin ou pas ? En tout cas, moi, je pense que l'hôpital public reste au rendez-vous. On le voit dans la grippe, par exemple, les urgences, l'activité. Donc, il n'y a pas de démission de l'hôpital public. Au contraire, et comme vous disiez, je pense qu'il faut rendre hommage au personnel soignant à tous les niveaux pour cet engagement-là. Mais c'est vrai aussi qu'on ne peut pas maintenir cette pression indéfiniment sans conséquence. Et je crois que c'est bon maintenant de s'arrêter, de regarder et d'aller en avant vers sûrement un autre système. Dans le reportage, il était fait état, dans le micro-trottoir d'introduction, d'une certaine appréhension en fonction de là où on se trouve sur le territoire. Est-ce que, Michel Boussaton, il y a des inégalités territoriales face à l'hôpital public actuellement ? Tout dépend de ce qu'on appelle des inégalités territoriales. Il y a évidemment des inégalités territoriales, mais il y en a contre lesquelles on ne pourra jamais rien faire. On ne peut pas avoir un service, une coronarographie dans un village d'un département. Mais quand la structure existe, il y a des structures. Mais quand les structures existent, elles sont de qualité. Sinon, on les ferme. Aujourd'hui, sur l'angoisse face aux soins, je crois qu'elle n'est pas légitime. Il peut y avoir des désagréments. Peut-être que les toilettes ne sont pas faites comme elles devraient l'être parce qu'il n'y a pas assez de personnel. Il n'est pas admissible, à mon avis, d'attendre autant dans des services d'urgence. Quand vous voyez des queues et qu'il s'affiche attente programmée 6 heures, parce que ça s'affiche, c'est extraordinaire, attente programmée 6 heures,
ce n'est pas acceptable. Mais ce que disait dans le micro-trottoir le jeune garçon, là, c'est-à-dire que dans les structures rurales, comme il y a moins de turnover, moins de praticiens, moins de pratiques, eh bien, une baisse de qualité du personnel. Est-ce que ça, c'est vrai ou pas? C'est juste un fantasme? Moi, je pense que c'est dans l'inconscient des gens. En fait, oui, c'est de l'ordre du fantasme et puis après de la notoriété qu'on veut bien faire valoir sur un hôpital ou sur un autre, mais c'est pas vraiment sur le fondement de la qualité du soin qui est dévolu à un hôpital. C'est vrai qu'on a toujours tendance à dire que nul n'est prophète dans son pays. On a toujours tendance à croire que l'hôpital qui est plus loin est mieux que celui qu'on a juste à côté. Alors ça, c'est pour les soins, mais sur le maillage, par exemple, on a l'exemple de la maternité de Caseville qui a dû fermer, avec une maman qui a encore accouché dans l'ambulance cette semaine. Là, par contre, est-ce que ce maillage, il persiste ou pas? Alors, le maillage persiste. Après, c'est aussi la démographie d'un territoire qui fait qu'à un moment donné, il n'y a plus la viabilité d'un service. Moi, c'est ma circonscription, l'hôpital de Caseville. Donc, c'est vrai que je défends la permanence et la présence de cet hôpital. Maintenant, à un moment donné, il faut savoir aussi se poser la question de la sécurité qui est apportée au sein d'un service. C'était la problématique de cette maternité. Puis là aussi, on parlait d'inégalité territoriale. Il y a quand même un département où il y avait 5 maternités. Un département comme le Gers, il y en a une. Donc il y a aussi un passé que l'on assume qui fait que dans certaines zones, il y avait plus d'établissements que dans d'autres. Comme le disait François Chollet, je crois qu'on est arrivé à un moment où il faut se poser et rediscuter de tous ces problèmes de façon sereine. Oui, puis il y a la graduation des soins. On ne fait pas toujours tout au même endroit. En plus, les groupements hospitaliers de territoire sont là pour ça, pour assurer ce maillage entre des hôpitaux de proximité qui sont dotés d'une certaine infrastructure, puis des hôpitaux qui sont plus axés sur le recours et qui interviennent d'une autre manière. L'enjeu, c'est que ce maillage soit fluide et soit efficace. Mais en termes de qualité propre, je ne pense pas qu'il y ait de différence de qualité entre les centres. On a bien compris. Alors, retour sur les conflits sociaux hospitaliers qui animent notre région. Et puis, avis d'experts sur les causes du mal et les éventuelles solutions. C'est un dossier signé du grand Laurent Dubois avec nos équipes en Occitanie. Les urgences d'Auch à bout de souffle. 8 médecins, il en faudrait 22. L'asphyxie par manque de personnel, c'est le mal le plus connu et le plus répandu dans les hôpitaux publics. Mais à Auch, les urgences sont en danger de mort. C'est un cri d'alarme parce que y a certains d'entre nous qui sont au bord de la rupture. Et à l'effectif tendu où on est, cette rupture signifie la fermeture des urgences de Auch. Les urgences survivent malgré tout, mais la ligne rouge est déjà franchie. Il y a une partie du département où il n'y a plus de SMUR de la nuit. C'est-à-dire que s'il arrive un problème de nuit, il n'y a plus de véhicules pour vous amener aux urgences. Donc on a déjà, on le sait, il y a des remontées de ce qu'on appelle les événements indésirables, des pertes de chance. C'est-à-dire que c'est la vie des citoyens du département qui est en danger tous les jours. À Toulouse, le CHU est malade. Les syndicats dénoncent 4 suicides de soignants en 2016. Une grève cette semaine, en cause le management. Selon les grévistes, rentabilité et productivité ont pris la main. En septembre 2017, le patron du CHU récuse toute dérive industrielle. La capacité à industrialiser la prise en charge est hors de propos. Mais en 2013, la direction du CHU organise une conférence intitulée « Comment déployer des pratiques industrielles à l'hôpital pour le bien-être de tous ». Pour l'ancien patron du SAMU de la Haute-Garonne, Jean-Louis Ducassé, le mal dépasse la question du management. C'est beaucoup plus profond. L'hôpital public est hors sol totalement. Il est en décalage total avec les besoins sanitaires. On l'a mis au centre d'un dispositif de santé alors qu'il devrait être satellite de ce dispositif. Et on le laisse tout seul avec ses collègues hospitaliers pour faire des groupements hospitaliers de territoire sans associer la médecine libérale et les autres structures de soins privées en particulier. Pas de grande réforme hospitalière en vue. En revanche, le ministère de la Santé veut mettre fin à la tarification de l'activité et réformer les urgences. Des chantiers ouverts, mais comme l'indique le représentant de l'Agence régionale de santé, pas de détails. C'est un peu tôt pour vous donner des éléments factuels. Il faut laisser le temps de ces travaux et de ces discussions. Et probablement la ministre communiquera de toute façon sur ce sujet. Sur le sujet brûlant des moyens humains, aucun engagement du ministère de la Santé.
Alors justement, pour rebondir directement là-dessus, les moyens humains, là on ouvre le chapitre évidemment des éventuelles solutions. Est-ce qu'on peut s'attendre à un renforcement des moyens humains ou pas, un effort de l'État dans cette direction ou pas, Anne Blanc ? Alors, il y a cette notion de moyens humains, mais je pense qu'au-delà des moyens humains, c'est aussi la réorganisation des différents niveaux de soins. Sur les moyens humains, est-ce qu'il y aura plus effectifs, moins effectifs, effectifs constants? Qu'est-ce qu'il en est? Je persiste. En fait, les moyens humains, on parle des urgences et de la problématique des urgences. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a un flux énorme sur les urgences et on a des moyens humains qui sont insuffisants. Demain, si on réorganise et si on réoriente les arrivées aux urgences, on arrivera à absorber le travail des urgences avec les moyens existants. Donc pas de recrutement supplémentaire, mais une nouvelle organisation. C'est ce qui était évoqué tout à l'heure par le directeur des services des urgences de l'hôpital. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'hôpital doit être un satellite, il ne doit pas être au cœur de la santé. C'est-à-dire qu'il y a des soins de premier recours. Je repose la question, donc pas de recrutement supplémentaire, mais une nouvelle organisation. C'est ça, voilà, pour faire en sorte que la charge de travail soit moins importante. Et je pense un sujet sur lequel il faudra aussi se pencher de manière extrêmement pointilleuse, et c'est aussi sur le niveau de moyens humains qui sont mis sur le soin et le niveau de moyens humains qui sont mis sur le volet d'administration et des pôles support. Donc je pense qu'aussi on est arrivé sur un hôpital qui est un peu en suradministration au détriment du soin. Donc il y aura aussi des rééquilibrages, donc peut-être qu'à moyen constant, mais avec des rééquilibrages entre l'administration et le soin. Et ensuite, avec le rééquilibrage aussi, avec les autres niveaux de soins, les soins de premier recours, qui est la médecine générale aussi, il faut peut-être mettre l'hôpital un petit peu plus en coordination avec les soins de ville. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui a pêché aussi au fil du temps, et c'est fortement demandé par les médecins de ville aussi, cette coordination et cette proximité de gestion et de fonctionnement avec l'hôpital. On a parlé aussi éventuellement d'adosser des maisons de santé qui feraient l'accueil des urgences à proximité des centres hospitaliers. Donc voilà, il y a toute une nouvelle réorganisation à penser. Les moyens humains, c'est au cœur du débat d'après vous, ou alors c'est plutôt la réorganisation qu'on vient de dire, Anne Blanc? Non, enfin, pour je suis d'accord avec ce qui concerne les urgences. Les urgences, est-ce que tout le monde doit venir aux mêmes urgences? C'est pas évident. C'est pas évident. Je pense qu'il y a urgence et urgence. Je pense qu'il y a une nécessité d'accueil des patients, mais on peut parfaitement imaginer qu'elle soit mieux organisée, qu'elle soit délocalisée pour une certaine partie, que la médecine de ville... Alors, je vais mettre les pieds dans le plat. Les urgences, est-ce que ça ne vient pas aussi du fait que nos médecins généralistes aujourd'hui ne travaillent plus le samedi, ne font plus forcément des permanences de nuit en semaine? Je pose la question. Non, Michel Boussaton, qui veut répondre? Non, vas-y. Non, je ne pense pas qu'il faille qu'on puisse mettre en cause ces choses-là, pas du tout. Je pense que, par contre, que l'on développe ce lien ville-hôpital. Certains médecins de famille interviennent dans la régulation des SAMU, donc ils sont déjà impliqués. Ils ne sont pas sur le bas côté de la route, au contraire. Mais je pense que ces liens ville-hôpital ont besoin d'être développés. Ils ont besoin d'être institutionnalisés, ils ont besoin d'être pérennisés aussi, et puis dans des locaux qui ne sont pas forcément les locaux embouteillés. Donc tu aurais les urgences, une sorte de structure entre l'hôpital et le cabinet de médecine de ville. C'est ça, si on comprend bien. Il y aurait donc un autre lieu. C'est une piste. C'est une piste. Non, mais je crois que les pistes sont nombreuses. Il ne faut pas se figer sur une seule solution. Pour répondre à ce personnel qui dit, nous, on est trop en tension. Si on parle des urgences, nous payons d'abord, je regrette de dire toujours la même chose, mais le numerus clausus, qui fait qu'on n'a plus assez d'urgentistes. Donc on fait appel à des mercenaires. Puisque comme on n'a plus d'urgentistes titulaires, on va chercher des remplaçants que l'on paie à prix d'or, donc ce qui coûte très cher aux hôpitaux. Mais honnêtement, aujourd'hui, est-ce qu'un jeune médecin, même s'il y en avait plus, est-ce que le jeune médecin a encore la vocation pour l'hôpital public, honnêtement? Quand il voit aujourd'hui la charge de travail, et j'allais dire le sacerdoce presque... Peut-être que si on lui faisait les conditions plus attractives, il aurait la vocation pour l'hôpital public. Conditions attractives en termes de carrière, pas uniquement en termes de rémunération, j'imagine. En termes de rémunération, en termes de vie... personnelle et professionnelle. Enfin, il y a beaucoup d'aspects. Il y a beaucoup d'aspects. Ça, c'est une première chose. Deuxième point, comme on l'a dit, il faut définir les missions de chaque hôpital. Quel est le rôle de l'hôpital? Est-ce que c'est, comme l'a dit François Chollet, comme l'a dit Anne Blanc, d'accueillir toutes les urgences, c'est-à-dire de la petite, ce que l'on appelle vilainement bobologie, et aux choses les plus graves?
ou est-ce qu'au contraire, il faut qu'il y ait une gradation? Il y a certaines urgences qui n'ont probablement rien à faire à l'hôpital. Si on veut continuer dans ce système hospitalier, eh bien, il faut qu'il y ait une vraie régulation et qu'à l'entrée de l'hôpital, quelqu'un oriente les gens, soit vers un service d'urgence parce que c'est une véritable urgence, sans arriver même à l'urgence vitale, ou alors vers des soins non programmés, mais qui ne sont pas de vraies urgences. Donc il y a beaucoup de solutions. Alors, on va s'attarder sur ce qu'a dit la ministre de la Santé cette semaine. Elle a dit notamment qu'il fallait inventer un nouveau modèle de financement des hôpitaux publics, ce qui est très compliqué techniquement parce qu'il n'y a pas dans les tiroirs aujourd'hui de modèle alternatif. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça veut dire, ce nouveau mode de financement? Ça pourrait passer par quoi, Anne Blanc? Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué la suppression de la T2A, de la tarification à l'activité. Je pense que ce n'est pas ce qui est tout à fait dans les créneaux, mais je pense que, par contre, c'est de réduire l'importance de la tarification à l'activité parce que ça peut être trop complexe pour certains hôpitaux, entre autres des petits hôpitaux généraux. Donc, ce qui est aujourd'hui un petit peu pressenti, les experts qui sont en face de moi donneront leur avis, mais c'est de faire un parcours de soins, c'est-à-dire en fonction de certains type d'actes de prise en charge, il y a un forfait unique. Donc c'est aussi pour tendre vers la qualité du soin et vers la brièveté aussi et quelle serait la plus-value de passer à ce côté forfait par rapport à la tarification de l'activité? C'est un petit peu l'obligation qualitative de résultat. Alors moi j'aime pas trop utiliser le terme de résultat dans le milieu de la santé, mais de la qualité de la guérison du patient et de la rapidité de la guérison du patient. Mais du côté de l'hôpital, en termes de structure, en termes de souplesse de gestion, amélioration des moyens, quelle est la plus-value de cet éventuel nouveau système de C'est la réduction du temps de passage, c'est l'efficience du soin aussi. Je pense que c'est l'idée qui était faite aussi, c'est d'aller de plus en plus vers de la chirurgie ambulatoire pour réduire, on comprend bien, les coûts aussi de... Nombre de lits occupés, nombre de chambres occupées. Voilà, il y a des pays qui sont à des taux de chirurgie ambulatoire. Alors après, les contextes sont un petit peu différents, mais si on va au Danemark et en Suède, je crois qu'ils sont à 90% de chirurgie ambulatoire. Et on a les moyens techniques pour que ça fonctionne, que ce soit pour le détriment de la qualité des soins. Les moyens techniques, on les a, bien entendu. Ça veut dire que ça demande encore plus de rigueur, peut-être, sur le soin et sur la prise en charge, et qu'on soit moins dans la quantité, mais beaucoup plus dans la qualité. Donc, ce qui est un petit peu souhaité par le ministre de la Santé, c'est un petit peu ça. Oui. Allez-y. Non, j'avais fait partie d'une commission avec Olivier Véran, justement, sur la rediscussion de ce financement de l'hôpital. Et pour compléter ce qu'a dit Anne Blanc, nous nous orientions plutôt à l'époque vers une tarification différente en fonction du type d'activité. Parce que si on prend la chirurgie, par exemple, la chirurgie est tout à fait adaptée à une tarification à la T2A, même dans les hôpitaux. Oui, on sait précisément qui on a opéré, quand, de quoi, comment. Des activités telles que la médecine, dans des populations défavorisées, il va être très difficile de contraindre ces gens dans un temps limité. Et donc la T2A ne s'adapte pas du tout à ce type de pathologie, à ce type de soins. Donc il faudrait peut-être réfléchir à une T2A qui serait appliquée dans certaines spécialités et à une dotation globale qui serait réalisée dans d'autres spécialités. Et là, je ramène encore le débat au patient. Le patient, lui, est-ce qu'il ne risque pas d'avoir à payer plus cher? Moi, il me semble que l'avantage de la T2A, c'est qu'elle a permis, au sein de l'hôpital public, de quantifier l'activité, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et donc ça, c'est l'avantage. Est-ce qu'il y a justement une dérive productiviste, comme les faire des actes? Le désavantage de la T2A, c'est qu'effectivement, surtout lorsqu'on baisse son remboursement, et j'insiste là-dessus, systématiquement d'année en année, elle induit soit une diminution des dépenses, soit une majoration des recettes, c'est-à-dire une augmentation de l'activité. Donc elle est consommatrice de soins. Donc je crois qu'il y a une première mesure qui consisterait à afficher un prix constant, à malade égal, à soins égal, prix constant dans un premier temps, en gardant cette notion d'activité et d'individualisation de l'activité. Surtout que ce qu'il faut bien dire, c'est que cette baisse de la tarification a été vraie à l'hôpital, mais a été vraie dans le privé aussi. Ça a été une décision qui a été globale et qui oblige les structures à travailler de plus en plus pour essayer d'équilibrer leur budget.
Une dernière question aussi évoquée par la ministre de la Santé qui souhaitait revaloriser la rémunération d'un certain nombre de professions hospitalières. Ça, c'est envisageable aussi? Oui, enfin, c'est pareil. Je pense que ça s'intègre dans une réflexion de réorganisation de l'hôpital avec aussi une redistribution des délégations et des compétences de chaque soignant. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, ça a été évoqué aussi dans un de vos reportages, les infirmières aussi sont sursollicitées et quelquefois, elles sont amenées à faire des actes qui ne sont pas reconnus aujourd'hui de leurs compétences et qui peuvent par contre alléger le travail du médecin. De la même manière aussi sur les kinésithérapeutes, sur les sages-femmes. Donc, François Chollet, il faut revaloriser certains. Oui, je crois que ce que vous évoquez, c'est la question du partage des tâches. Et je pense que c'est effectivement un vrai sujet qui est celui finalement de redéfinir les métiers. Les métiers ne sont plus les mêmes qu'il y a 10 ans. Le travail de l'infirmière s'est complexifié. Le travail de l'aide-soignant aussi, à toutes les étapes. Et donc, je pense que la répartition des tâches doit maintenant être réorganisée. De toute façon, nous n'aurons pas le choix, puisque... Je vais employer un néologisme très laid, mais enfin les formations sanitaires et sociales sont universitarisées aujourd'hui. Donc une infirmière, elle a grade de licence. Il y aura effectivement une grille. Voilà. Certaines infirmières spécialisées ont grade de master. Donc ces gens-là, il faudra bien les rémunérer en fonction du grade qu'ils ont acquis. Et les sages-femmes, c'est une profession médicale. Ça fait partie des professions médicales. Donc il faudra bien les revaloriser. On suivra tout ça, évidemment, le débat n'est pas clos. Comment aurait-on pu clore ce débat en 30 minutes? Merci à vous, en tout cas, d'avoir accepté d'en discuter avec nous, en espérant qu'on ait amené, certes, un diagnostic salé, mais au moins des pistes de solutions, on va dire, constructives. La semaine prochaine, on s'intéresse à un tout autre thème, hein, Laurent, à la gauche, à ses divisions, mais surtout à notre particularité midi-pyrénéenne, où de nombreuses collectivités sont dirigées par une majorité de gauche, mais plurielle, on va dire. Hein, voilà. À dimanche prochain, donc, et d'ici là, passez une bonne fin de week-end.